Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige des professeurs Pierre Kasseguedia et des ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous savoir devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal universitaire. Débutons ce journal par la leçon de la 4e édition sur la chaire de criminologie Guy Huchon, les enjeux épistémologiques de la recherche en criminologie. C'est l'intitulé de la conférence débat organisée par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa qui dirige le professeur Raoul Kenge. Christian Tupamba pour le reportage. Leurs cogitations ont tourné autour du thème « Enjeux épistémologiques de la recherche en criminologie sur la chaire de criminologie de Guy Huchon ». Leçon de la 4e édition, voilà qui justifie la tenue de cette conférence débat organisée par l'école de criminologie de l'université de Kinshasa que dirige le professeur Raoul Kenge. Dans ce monde de circonstances et de la brève historique du professeur Guy Huchon, le professeur Raoul Kenge révèle que Guy Huchon, en tant que père, fondateur de l'école de criminologie de l'université de Louvain et de celle de l'UNIKIN, il assuma la présidence de l'école de criminologie de 1980 à 1983 dans son engagement pour la renaissance de la criminologie. Poursuivant avec son allocution, le professeur Kenge s'est apaisanti sur la curiosité théorique, la constance, la rigueur d'analyse qui a contribué au développement d'une pensée complexe. Guy Huchon est le précurseur de la criminologie en Afrique centrale, dans cette université. Et donc nous avons décidé d'organiser chaque année les leçons de la chaire de criminologie pour pouvoir lui exprimer notre reconnaissance de continuer ce que lui a commencé et d'approfondir en abordant des questions contemporaines que notre société congolaise et même africaine est en train de vivre. Et voilà pourquoi nous avons fait venir pour cela le professeur Ricardo Capi de l'université de Bahia au Brésil, qui est aussi un ancien étudiant du professeur Guy Huchon. Après plusieurs discours rendant hommage à Guy Huchon pour l'initiative de la criminologie, le professeur Fabien Brion et le professeur Ricardo Capi ont tous salué la lutte de Guy Huchon. C'est tout à fait un honneur d'être ici à la chaire Guy Huchon en essayant de manière tout à fait humble de poursuivre ce qu'ont été ses enseignements. C'est un professeur qui m'a beaucoup touché. Je l'ai choisi comme directeur de mémoire pour sa rigueur, pour sa passion, pour son engagement dans la criminologie et son esprit critique. Notons que cette journée marque de manière irrévestible l'autonomisation institutionnelle de la criminologie à l'université de Kinshasa. Défense du mémoire du diplôme d'études approfondies de l'assistant Amoulong Chikourou Jacques pour l'obtention du titre de 3e cycle en télécommunication et télédétection spatiale de l'Université pédagogique nationale Georges Ndilombi et Valongolou.
C'est autour du sujet basé sur l'analyse géospatiale des conflits fonciers dans les aires protégées de la République démocratique du Congo, cas du secteur sud du parc national de Virunga, que l'assistant Jacques Amolongue Chikuru, premier candidat en DA de l'école doctorale de télédétection et télécommunication spatiale de l'Université pédagogique nationale, a défendu son travail. Dans son argumentaire, le récipiendaire a stipulé que le parc national de Virunga, créé en 1925, constitue une menace due entre autres aux groupes armés, mouvements démographiques, instabilité politique. Étant un domaine public de l'État, il doit cependant être sécurisé et ou protégé par l'État congolais conformément à la loi, car le résultat relève qu'il y a au moins 13% des terres perdues et il y a des lois qui occasionnent ces conflits. Voilà le pourquoi, en voulant contribuer à la résolution des conflits fonciers récurrents dans le parc national de Virunga, identifier et définir les causes profondes, leurs acteurs clés autour du dit parc et leur position politique par rapport à leurs actions. Cette étude propose l'élargissement du projet pilote sur l'ensemble des aires protégées dans le pays, mettre à jour le plan d'aménagement du Virunga, vulgariser des textes juridiques pour que ce conflit soit atténué. Après échange et la délibération du jury à huis clos, l'impétron a réussi avec mention grande distinction. Motif pour ces derniers qui occupent la fonction du directeur des affaires foncières et chargé de la base des données au secrétariat général des affaires foncières, mais aussi assistant des universités et experts en aménagement des forêts, de préciser ce qui suit. En premier lieu, c'est d'abord la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Notre étude a porté sur l'analyse géospatiale des conflits fonciers, laquelle nous a permis à identifier les acteurs de conflits fonciers, à repérer par voie satellite les sites à conflit dans le parc national de Virunga et particulièrement le secteur sud. Et nous avions aussi examiné la question des causes profondes liées à ces conflits fonciers. Mais ce que nous pouvons recommander, c'est de prendre acte d'abord à cette étude, de lire, nous allons le produire en termes de livres, et nous pouvons également recommander au gouvernement congolais de s'imprégner de cette étude par rapport aux zones de trafic, par rapport aux zones de cache d'armes, par rapport aux sites de conflits et comment résoudre les conflits qui opposent la communauté locale et le parc national de Virunga. Suivez à présent la déclaration des étudiants de l'Université chrétienne de Kinshasa, USEKIN en sigle, qui dirige le professeur Ali Panazanga suite à l'occupation illégale de leur site universitaire par quelques habitants non identifiés. Les détails avec Laetitia Kapinga et Jires Landou. C'est depuis 1975 que les personnes mal intentionnées ont occupé illégalement une partie des sites de l'Université chrétienne de Kinshasa de l'avènement du comité de gestion que dirige le professeur Ali Panazanga. Les démarches de la récupération du site ont été lancées. Fort malheureusement, les occupants n'obtempèrent pas la décision des autorités de l'établissement de quitter les lieux. Voilà ce qui a poussé les étudiants de cette université de soutenir leurs autorités pour récupérer les terrains occupés illicitement. Sur ce, une déclaration a été faite par les coordonnateurs des étudiants de l'USEKIN. Nous, étudiants de l'Université chrétienne de Kinshasa, prenons l'initiative légitime de saisir les autorités politiques administratives pour dénoncer la spoliation délibérée de notre concession universitaire sur l'avenue de l'université numéro 1 bis, quartier CAC, commune d'Engaliema, par des personnes inciviques qui prétendent être des intouchables, en plein état de droit. Pour votre gouvernement, le feu président de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, Mobutu Sese Seko, avait octroyé à notre institution un contrat de cession gratuite par l'entremise du ministre de Terre, Mines et Énergie, M. Guy Tumba, une concession de 15 hectares, 86 arts, 76 centiards, 57%, depuis le 25 août 1967. Par un avenant de 1969, la superficie de l'USEKIN passera à 22 hectares, 61 arts, 59 centiards, 75%. Malheureusement, à partir de 1980, ces prétendus intouchables de la Deuxième République se sont
évertués à se distribuer impunément 13 hectares pour ne nous laisser que 9 hectares et demi, comme si ces pays leur appartenaient à ASL. Étant donné que l'ISEKIN entre dans la phase de modernisation de ces infrastructures, nous avons pris soin de déposer une plainte au secrétariat général des affaires foncières afin de rétablir la vérité de fait. Nous félicitons à cet effet l'effort engagé par les deux directeurs des cadastres et des contentieux au secrétariat général des titres fonciers à nous accompagner dans le processus de trouver un arrangement à l'amiable avec les occupants illégaux de notre concession. Contrairement à cette démarche conciliatrice, un groupe de ces occupants a résolu de se constituer en une équipe de Koulouna pour attenter à la vie des autorités, tant des affaires foncières que de l'ISEKIN. Pour donner une emphase à leur forfaiture, ils ont torpillé la vérité par les canaux de certains médias de la place en se faisant passer pour des victimes de spoliation pour accuser les propriétaires de la concession d'être des escrocs. Ils vont même recourir à certaines personnalités de la présidence de la République pour user de leur influence afin de faire taire la communauté universitaire de l'ISEKIN. Face à cette incongruité, nous avons un impérieux devoir de saisir toutes les instances du pays en général et en particulier le président de la République, chef de l'État et champion de l'État de droit, de bien vouloir s'investir personnellement pour nous rétablir dans nos droits inaliénables. Car en cette période préélectorale, caractérisée surtout par l'insécurité à l'est du pays, ainsi que certaines poches qui se manifestent ça et là dans la ville de Kinshasa, nous ne voudrions pas, en notre qualité de patriotes éprouvés, que les inciviques nous obligent à descendre dans la rue pour exiger que justice soit faite. L'urgence s'impose. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Université chrétienne de Kinshasa, vive l'État de droit. L'Université catholique Omnia Omnibus organise du 24 au 26 mai 2023 un colloque interdisciplinaire sur la visite du pape en République démocratique du Congo. Suivez cet élément d'annonce. Sous le haut patronage de son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu, l'Université catholique Omnia Omnibus, œuvre de l'archidiocèse de Kinshasa, vous invite à son colloque interdisciplinaire sur le thème « La visite du pape François en République démocratique du Congo, réflexion et prospection ». Date du 24 mai au 26 mai 2023, heure de 9h à 16h, avec les axes suivants. Première journée, cérémonie d'ouverture solennelle présidée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Invité, Monseigneur le nonce apostolique en République démocratique du Congo. Discours de son excellence Monseigneur Ettore Balestrero. Axe 1, pardon, réconciliation, sécurité et paix. Axe 2, responsabilité socio-politico-économique, écologique et développement. Deuxième journée, axe 3, responsabilité religieuse et pastorale. Axe 4, éducation, symboles et valeurs. Troisième journée, cérémonie de clôture et lecture des résolutions et recommandations. Samedi 27 mai 2023, journée portes ouvertes au campus de Kassavoubou, avenue Sayo, numéro 2317, ex-IFAL. Cordial, bienvenue à La commission électorale indépendante, vu le statut de la REC, spécialement en ses articles 40, 41, 42, vu la décision numéro 005-REC-DOO-2023 du 22 mars 2023, nommant le membre du bureau de la commission électorale indépendante. Vu la décision du 10 avril 2023 portant publication de la feuille de route du processus électoral de l'année académique 2022-2023. Vu la décision numéro 00D-REC-CE-JMK-2023 portant publication du calendrier du processus électoral de membres du bureau du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo. Considérant la nécessité et l'urgence, le Conseil des sages entendu
décide, article 1er, le calendrier est aménagé pour la suite du processus de l'élection du nouveau bureau du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo se présente de la manière suivante. Du 19 mai, traitement de recours et publication de la liste définitive des candidats. Du 22 mai, signature du code de bonne conduite par le candidat et lancement de la campagne électorale. Du 26 mai au 28 mai, arrivée des délégations des provinces à Kinshasa, la capitale. Du 29 mai, débat contradictoire télévisé entre le candidat au poste de président national et publication du fichier électoral, c'est-à-dire liste des électeurs, et fin de la campagne électorale. Parlons de la cérémonie d'adhésion populaire de membres à la fondation Mouela Maini JBB, organisée le 17 mai dernier dans la commune de Kasavubu, et leur visite à la fondation Pauline Albinos Alimété sous la conduite de M. Jean-Baptiste Biambamba Mbombo, président national de la dite structure. Les détails avec Georges Ndilombi. Ils ont décidé de leur propre gré de faire route ensemble avec le président de la fondation Mouela Maini JBB, maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo, en adhérant à sa structure. Ces jeunes de la commune de Kasavubu l'ont exprimé lors de la cérémonie d'adhésion populaire organisée par la dite fondation le 17 mai de l'année en cours. Prenant la parole, maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo a de prime abord témoigné son amour et attachement à la jeunesse congolaise. La raison qui justifie la création de cette fondation en mai 2022, a-t-il précisé devant ses nouveaux adhérents. Dans cette logique d'idées, la fondation Mouela Maini JBB s'est engagée de financer et envoyer de nouveau les jeunes de la FUNA qui se sont fait enregistrer pour apprendre le métier à l'INPP afin d'assurer leur autonomisation dans la société. À la fondation Mouela Maini JBB, nous disons qu'il est honteux de vivre erré tout seul. C'est ces principes phares qui nous poussent tout le temps d'être sur terrain pour pouvoir encadrer la jeunesse. Là, vous voyez, ce sont eux qui m'ont appelé pour faire cette cérémonie d'adhésion massive de la jeunesse à notre fondation. C'est ce qui justifie notre présence en ce jour. Et vous avez vu qu'il y a les candidats que nous avons eu à sélectionner pour les envoyer à l'INPP pour qu'ils apprennent la maçonnerie, l'électricité et tant d'autres études de métiers, de telle sorte que le lendemain, que cette jeunesse nous soit utile et nous soit favorable dans la société congolaise. De leur côté, la jeunesse du district de la Funa en général et de la commune de Kasavubu en particulier, en toute gratitude, ont recommandé à maître Jean-Baptiste Biambamba de concourir aux prochaines élections. De Kasavubu à Limété, l'infatigable maître Jean-Baptiste, accompagné par quelques membres de sa fondation, ont visité avec joie les orphelins hébergés par la fondation Pauline Albinos, située à Mombélé. Une assistance qui n'a pas laissé sans mots Madame Aïcha, encadreuse des enfants. De la part des fondations Pauline Albinos, nous vous disons infiniment merci. Nous ne sommes pas soutenus. Nous avons la difficulté de scolarisation des enfants. Notre difficulté, c'est pour la santé et aussi la nourriture. En dehors de ça, la maison est inachevée. Maître Jean-Baptiste Biambamba Mbombo, qui s'est émerveillé de communier avec ses orphelins albinos, a remis symboliquement à ces derniers le sac de riz, maïs, semoule, ballots de draps et une enveloppe consistante. Puis, les Mouela Maini ont visité les installations de cet orphelinat qui se trouve dans un état d'abandon. En faisant ces constats sur les lieux, maître Jean-Baptiste Biambamba, l'homme des actions palpables et concrètes, a décidé de réfectionner en urgence quelques endroits de ces bâtiments pour sécuriser la circulation des orphelins, mais aussi les épargner des eaux de pluie qui finissent sur eux par manque de fenêtres et portes. Notre devise est résumée en 3 mots: sociabilité, encadrement et épanouissement. C'est le premier mot de notre devise qui nous pousse à venir ici. Ça ne sera pas la dernière. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles nous avons trouvé ces enfants en train de vivre, c'est vraiment déplorable. Leurs peaux sont tellement trop attaquées. Ils dorment dans des conditions inhumaines. Voilà pourquoi nous leur avons promis
de pouvoir repasser. Nous avons pris en charge, comme vous avez vu, la réparation de toutes les fenêtres, des garde-fous qu'il y a. Il s'est dénoté que la Fondation Mouilamani JBB poursuit plusieurs objectifs, notamment lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes, penser à la réinsertion sociale de jeunes tout en prenant en charge des orphelins mineurs, veuves en situation difficile, vieillards et handicapés, octroyer le bourse d'études tant locales, nationales qu'internationales. Après les éditions de Bruxelles qui ont rassemblé les femmes des différentes nationalités issues de la minorité en Belgique, l'APLDD, en collaboration avec la commune de Barumbu et ses partenaires, organise un événement dénommé Femmes talentueuses qui poursuivra comme objectif de mettre à l'honneur les femmes des milieux défavorisés. Cet événement aura lieu le 27 du mois en cours au rond-point Kabambaré, référence paroisse Saint-Éloi. Les détails avec Magloire Landon. Après les éditions de Bruxelles où il a rassemblé des femmes de différentes nationalités issues de la minorité avec des profils aussi divers que ceux d'entrepreneurs, artistes, peintres, danseuses, chefs cuisiniers, journalistes, musiciennes, porteuses de projets, responsables des associations, coiffeuses, stylistes, créatrices, photographes, cinéastes, l'événement Femmes talentueuses vient à Kinshasa pour mettre à l'honneur les femmes de milieux défavorisés portant des handicaps et qui ont du talent dans divers secteurs qui participent au développement socio-économique de la RDC. APLDD, en collaboration avec la commune de Barumbu et ses partenaires belgo-congolais, vous donne rendez-vous le 27 mai de 8h30 à 16h au rond-point Kabambar, direction Saint-Éloi. Joignez-vous à nous afin de lutter ensemble contre toute forme de discrimination et valoriser les initiatives congolaises. Le monde entier a célébré le 18 mai dernier la journée internationale de musées sous les thèmes durabilité et bien-être en République démocratique du Congo. C'est la ministre de Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, qui a lancé les activités organisées par l'Institut de musées nationaux du Congo à l'occasion. Valongolu, témoin de cette célébration. C'est le ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu-Fura, qui a lancé les journées portes ouvertes organisées par l'Institut des musées nationaux du Congo à l'occasion de la célébration de la journée internationale de musées célébrée le 18 mai de chaque année. Le thème international était musée, durabilité et bien-être. Pour la durabilité et la mise en œuvre de l'agenda 2030, de transformer notre monde, tous les musées ont un rôle à jouer dans l'élaboration et la création des futurs durables. Ils ne pourront donc les réaliser que par les biais des programmes éducatifs, d'expositions, d'actions de proximité et de recherche. Infrastructure durable pour une conservation durable des collections et pour le bien-être social, c'est le sous-thème retenu par l'Institut des musées nationaux du Congo. De cet effet, le professeur Jean-Pierre Bakolé, directeur général des Instituts des musées nationaux du Congo, a relevé quelques éléments relatifs au sous-thème. Ne l'oubliez jamais, chaque jour, chaque matin, de penser que vous avez un rôle à jouer et que chaque geste, chaque parole, disais-je, ne sont pas vains et portent en eux un bout de l'avenir. Le monde vous appartient. Sachez en prendre conscience pour être acteur et responsable. Outre ces deux allocutions, le directeur général du Musée national du Congo, le professeur Henri Djoko, a expliqué la pertinence de cette journée. À partir d'aujourd'hui, le public doit retenir que le musée est très important dans une société ou dans un pays, pour voir d'abord qu'est-ce qui est de notre passé, qu'est-ce qui est de notre présent et qu'est-ce qu'il peut prévoir pour le futur et pour qu'il soit maintenant un développement durable et meilleur. Plusieurs activités ont eu lieu, entre autres la remise officielle d'un instrument de musique par le professeur Désiré Mwendanga qui date de près de 100 ans joué par son grand-père, la visite guidée au Musée national du Congo, les ateliers des élèves de différentes écoles de la RDC ainsi que la remise de prix à tous les participants, mais aussi les conférences, débats. Il y a lieu de noter qu'à cette occasion, les visites au musée
sont gratuites du vendredi 19 au dimanche 21 mai 2023 au Musée national du Congo. Le professeur Désiré Mwendanga, ancien DG de l'INTES, a fait un don d'un instrument emblématique de la tribu Bashi et Baravu à l'Institut des musées nationaux de Kinshasa. Instrument portant le nom des Lulanga qui environne près de 100 ans. C'était à l'occasion de la journée internationale de musées célébrée chaque 18 mai. Encore une fois, Valon Ngolou. Cette démonstration du professeur Désiré Mwendanga, ancien DG de l'INTES, à cet instrument de près de 100 ans, marque l'amour du patrie dont fait montre c'est d'une fils du pays qui vient d'offrir officiellement cet instrument à la République en le déposant à l'Institut des musées nationaux du Congo pour une bonne conservation. Ceci à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de musée. Monsieur le directeur général, nous avons la foi que le musée national, c'est effectivement le lieu de conservation durable. Cet instrument, ça fait plus de 100 ans qu'à notre manière, nous le conservons. Le temps qu'il va encore faire au musée, c'est aussi pour l'honneur du pays et pour la gloire des Bashi et Baravu. Pour l'intérêt de la République. Moi, à mon tour, devant son excellence, Madame la ministre, et nos différents invités, je vous remets ces cadeaux pour l'intérêt du musée et qui soit parmi nos collections et qui soit exposé pour l'intérêt du peuple congolais. Une occasion pour le professeur Désiré Mwendanga de s'exprimer au nom de sa communauté Bashi, à qui il a offert cet instrument joué par son père et son grand-père depuis près de 100 ans. Cet instrument, c'est une sorte de relique parce qu'il est vieux. Mon père qui l'a utilisé, qui serait né les années 1920, ce n'est pas lui qui s'est fabriqué cet instrument. Il a hérité cet instrument de son père, c'est-à-dire mon grand-père. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui 2023. Je suppose que cet instrument peut déjà avoisiner les 100 ans. Mais il est vivant, la preuve que je l'ai joué. Cet instrument, je l'ai amené dans mon parcours académique à Shanghai, où on l'a analysé. Et à travers cet instrument, nous avons fabriqué un autre. Mais étant donné la durabilité de cet instrument et sa valeur, parce que le Lulanga chez les Bashi, c'est l'instrument emblématique de la musique Bashi et Bahavu. Alors on s'est dit, la famille a décidé et la communauté Bashi Bahavu a été consultée pour cela. Nous avons donc décidé de remettre ce précieux objet aux musées nationaux afin qu'il puisse servir et aux générations présentes et aux générations futures de preuve de l'existence d'une certaine technicité des personnes qui nous ont précédés. Présente à ce lieu, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la RDC, Catherine Fora, a salué ces gestes du professeur Désiré Mwendanga. C'est vraiment quelque chose de très très impressionnant et je sais que ça va inspirer les autres Congolais et nous sommes toujours prêts à les recevoir davantage. Donc félicitations professeur, je sais que vous allez inspirer beaucoup d'autres Congolais et nous allons inviter les gens, nous l'avons fait et nous allons continuer à le faire, amener les objets qui vont nous aider à éduquer nos enfants, à leur parler de notre histoire, à les inviter d'abord à les connaître, mais à les conserver et à contribuer à sa protection. Merci beaucoup, professeur. Désormais, tous les Congolais peuvent prendre connaissance de cet instrument au Musée national du Congo à Kinshasa.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal universitaire qui a été coordonnée par André Mouchongo Machara, réalisée par Emmanuel Lema derrière la caméra Jérès Londou. Une édition assurée par Ruth Bankoumuna. Quant à moi, je vous dis au revoir.